Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Nombreux sont nos hommes politiques et nos leaders d'opinion qui vont dans tous les sens, faisant de nous du coup des observateurs, mais des observateurs perdus. En effet, comment se retrouver dans ce flot de virages, souvent à 180 degrés? Croyez-moi, mesdames, messieurs, certains de ces virages sont aussi spectaculaires que vertigineux. Versatilité des politiques au Mali, quelles leçons en tirer? Tout de suite dans votre émission politique, le débat avec M. Chekne Kamara, président de la plateforme citoyenne Les Bâtisseurs. Monsieur Kamara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Tissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Babarou Bokoum, secrétaire politique du SADI, Parti Solidarité Africaine pour la démocratie et l'indépendance. Monsieur Bokoum, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Robert. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Merci beaucoup. Docteur Aboubakar Sidik Fomba, président du parti ADPM, Alliance démocratique du peuple malien. Docteur Fomba, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Merci. Et notre quatrième invité est M. Nouhoum Sarr, président du parti FAD, Front africain pour le développement. Monsieur Sarr, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Robert. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Monsieur Kamara, pourquoi nos politiques sont si inconstants en général? Bien, merci, monsieur Tissa. En fait, la question de la versatilité en politique est une vieille question. Pourquoi? Parce que simplement, la politique, c'est certes l'art de gouverner la cité, mais les hommes politiques, on le dit très souvent, c'est des animaux d'intérêt. Lorsque dans la conquête et l'exercice du pouvoir, l'homme politique a des intérêts qui vont dans un sens ou dans un autre, il n'est pas rare de le voir surprendre plus d'un, à travers, bien entendu, ses prises de position, ou à travers, en tout cas, ses prises de décision. Donc, on peut comprendre que c'est un phénomène qu'on observe très régulièrement sur le champ politique qui peut s'expliquer à travers les égos. Souvent, vous allez trouver, n'est-ce pas, des hommes politiques qui adoptent certaines postures ou qui défendent certaines lignes politiques, mais dès lors qu'ils sont leur ego est quelque part remis en cause, ils n'hésitent pas à changer de position. Il y a aussi la vénalité. Il y a la vénalité, n'est-ce pas? Souvent, on voit que certains hommes politiques n'hésitent pas à se mettre sur le marché. Vous vous rappellerez un député qui a dit qu'il était un député élu d'un parti, n'est-ce pas? Mais il est sur le marché. Que quiconque serait capable de lui payer, de lui rembourser alors ses frais de campagne, il est prêt, n'est-ce pas, à rejoindre son parti politique. Il y a l'absence de convictions politiques ou même de convictions idéologiques. Vous savez, les idéologies ne sont pas très fortement ancrées dans la plupart des partis politiques. Mais je dois avouer que mon cousin qui est en face de moi ici, son parti fait exception à la règle. La plupart, n'est-ce pas, des militants du SADI que j'ai eu la chance de rencontrer et avec lesquels j'ai eu à discuter, je sens que c'est des gens, n'est-ce pas, qui ont une certaine conviction alors sur le plan politique. Je crois que c'est lié à la formation idéologique même que les partis politiques initient au sein, n'est-ce pas, de leur formation pour permettre à leurs militants d'avoir une conviction, d'avoir une vision, d'avoir une ligne politique à défendre contre vents et marées. Mais dans nos pays, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas toujours évident. Il y a aussi les divergences d'intérêts. Souvent, n'est-ce pas, les intérêts politiques convergent. Et on se met dans une dynamique de lutte. Alors, à travers laquelle lutte, n'est-ce pas, les uns s'identifient aux autres. Mais au cours de l'évolution, n'est-ce pas, de la situation politique, les intérêts, n'est-ce pas, qui avaient convergé un moment, peuvent diverger. Et cette divergence d'intérêts peut amener,
bien entendu, les hommes politiques à changer de camp. Il y a aussi, n'est-ce pas, les conseillers occultes dans nos pays qui jouent un rôle extrêmement important. Les marabouts, alors les charlatans, hein, les conseillers occultes de façon générale peuvent souvent amener les gens à dire, n'est-ce pas, qu'ils ont plutôt intérêt à aller à gauche ou à droite. Et vous savez que même souvent nos hommes d'État n'échappent pas à cette règle-là, ce qui fait que souvent, n'est-ce pas, on est surpris par des revirements des dernières minutes. Il y a aussi les faits politiques, n'est-ce pas, je termine sur ce point-là. Souvent, n'est-ce pas, il y a des faits qui font que, alors, un homme politique peut estimer qu'il ne peut plus continuer à défendre la ligne politique qu'il avait préalablement défendue ou à continuer même avec un homme, n'est-ce pas, pour revenir à la question des égos. C'est-à-dire, il y a X ou Y qui est président d'un parti, qui aura pris telle ou telle position, n'est-ce pas, cette position lui paraissant indécente ou inappropriée, alors il décide tout simplement, n'est-ce pas, de s'écarter de cette ligne-là et de changer de position. Donc voilà, pêle-mêle, un certain nombre de raisons qui pourraient justifier, en tout cas, n'est-ce pas, les surprises plus ou moins désagréables que nous voyons sur le terrain politique. Merci, M. Camara. M. Bokoum, quelles sont selon vous les raisons en fait de cette inconstance de nos hommes politiques? Bon, l'inconstance, comment vous avez dit, inconstance, ou je ne sais pas comment. Versatilité, ces changements qui ne s'arrêtent pas. Transhumance politique. Justement. De toute façon, on a plusieurs explications, mais rien ne les justifie, hein, parce que vous pouvez expliquer les choses, mais ce n'est pas forcément essayer de les justifier. Donc, le paysage politique malien, parce que quand vous prenez les aspects, par exemple, tous les problèmes que nous avons eu à traiter au Mali, ou tous les problèmes aujourd'hui qui nous posent des véritables difficultés actuellement dans le pays, sont, quand vous les prenez en profondeur, à chaque fois, ça vous ramène sur d'autres questions qui fait qu'on essaie, on est obligé d'aller trouver tous les liens. On voit systématiquement les liens qui découlent de toutes ces difficultés aujourd'hui. Sinon, traiter le sujet en temps normal n'est pas, peut passer inaperçu. Mais dans la situation actuelle du Mali, le sujet, quand on le traite, on est obligé de rentrer en profondeur. Et donc, vous prenez, par exemple, il faudrait comprendre un peu, je vais emprunter la sociologie politique du Mali, j'emprunte le mot, pour que cela me permette vraiment de pouvoir quand même comprendre exactement qu'est-ce qui nous arrive au Mali, parce que le cas est devenu sorti du particulier pour devenir général, parce que tous les partis politiques ont été victimes de ça au Mali. Donc quand vous regardez en 92, après l'arrivée de la démocratie, les années 80, c'était l'année de tous les espoirs au Mali. Et donc il y a eu l'accession au pouvoir de l'ADEMA, un parti aujourd'hui qu'on sait qui n'a jamais été à l'opposition. Ça en dit long sur qu'est-ce qu'il est réellement. Parce que vous savez, c'est un parti qui a vu le jour et qui était composé comment on appelle, de l'aile opportuniste de l'UDPM, il faut le dire, parce qu'il faut bien préciser les choses. À l'époque, quand Moussa a chuté, il y avait un grand réseau de l'UDPM qui s'est blanchi à travers le mouvement démocratique en rentrant dans l'ADEMA. Et donc, vous avez également l'USRDA, l'aile malsain de l'USRDA, qui a trahi Modibo Keïta, s'est retrouvé au sein de cette même ADEMA. Et donc, ils ont fait un attelage très mal assorti, composé de gauche-droite, de toutes sortes de colorations politiques et idéologiques, qui se sont retrouvés pour prendre le pouvoir en 92. Et donc, ça a été un cancer qui est arrivé à une métastase et qui a finalement envahi tout le corps, qui est le Mali. Et donc, ils l'ont transmis à toutes les structures politiques, économiques, sociales et culturelles de notre pays. Parce que c'était eux qui étaient à la gouvernance pendant 10 ans. Et donc, on a débauché dans les sociétés, entreprises d'État, les moyens colossaux pour pouvoir alimenter ces réseaux de corruption, de débauchage de gauche à droite, des associations, en éclatant toute structure pouvant constituer une alternative au Mali. Donc, c'est l'argent de la corruption, l'argent qu'on pille dans les caisses de l'État qui servent à aller débaucher les gens et les autres de l'autre côté. Parce que nous, au Parti Sadi, nous avons été victimes de ça. Et nous avons vu, après, les personnes qui ont fait l'opération sous ATT avaient ramené des valises de 10 millions, 20 millions pour donner à nos députés à l'époque, pour les récupérer. C'était au début du parti,
avant qu'on ne s'implante davantage. Donc c'est pour dire que quand nous sommes arrivés à ce niveau aujourd'hui, et donc l'architecture politique malienne aujourd'hui a été envahie par des voyous, par des délinquants, des gens de toutes sortes se sont retrouvés au sein des classes politiques maliennes. Au lieu de trouver d'autres moyens de survivre, on pensait qu'il y avait une belle opportunité démocratique qui était là, qui ouvrait, qui avait vraiment une ouverture démocratique qui permettait aux uns aux autres de choisir. Et donc l'espace a été envahi par des délinquants multirécidivistes, des criminels, des voyous, de tout ce que vous savez se sont mélangés à des gens bien, de bonne volonté qui voulaient réellement construire ce pays. Donc ce qui explique que pendant tout ce parcours, vous voyez que du jour au lendemain, un député quitte l'autre côté pour se retrouver d'un autre côté, parce que souvent c'est dû à la position du parti, des différents partis également, qui ne sont pas constants, qui ne sont pas cohérents, qui changent de position à tout moment. Donc il y a souvent des députés qui ont tout à fait raison, parce que la coloration qu'ils ont portée a changé complètement de couleur pendant l'exercice de leur mandat. Donc après, ils ne se retrouvent pas là-dedans. Ça, c'est un des aspects. Et vous avez naturellement d'autres aspects où c'est le député qui est rentré dans une sorte de corporation au niveau de l'Assemblée nationale qui se retrouve complètement détaché des différents appareils des partis qui les ont portés disons, à l'Assemblée nationale. Donc, du coup, ils se retrouvent là-bas avec beaucoup d'indépendance et vouloir tisser des relations qui conviennent à leur propre confort. Donc, aujourd'hui, la difficulté, elle est là et ça pose énormément de problèmes sur la crédibilité de la vie politique malienne et sur la crédibilité des hommes également qui sont aux affaires. Donc, je pense que nous, au niveau du parti, on avait quand même essayé. Vous voyez que nos élus, généralement nos députés, sont ceux-là même qui dirigent le parti, sont ceux-là même qui sont dans l'instance dirigeante. Et cela permet une synchronisation qui fait que le député ne soit pas beaucoup trop isolé vis-à-vis de son parti. Mais il faudrait quand même retenir que c'est toujours l'histoire de la corruption qui ressurgit dans cette histoire de transhumance politique, parce que ce n'est pas fait par conviction très généralement. C'est une affaire de sous, une affaire de pot de vin et tout ça. Merci, monsieur beaucoup. Docteur Fomba, quelle est votre lecture? D'accord, moi je remercie tous les autres débatteurs. Encore une fois, nous prions pour tous ceux qui ont perdu leur âme pour ce pays-là, parce que la crise continue, la guerre continue. Le pays, on est vraiment dans un moment très difficile. Donc, ceci étant, vous savez que vous avez choisi le meilleur thème pour le Mali et pour la démocratie malienne. En réalité, quand la politique devient un plan de carrière et non un service rendu, quand la loyauté politique prime sur la compétence, l'intégrité et la noblesse de l'individu, quand vous construisez une alliance hégémonique autour d'un clan qui crée ce qu'on appelle le néo-patrimonialisme, qui va créer ce qu'on appelle qui va personnaliser la politique, et ceci faisant, il crée des ressources politiques qui seront transformées en ressources économiques et qui va donner naissance au népotisme, à la corruption, à tout ce qui s'ensuit. Voilà un système qu'on appelle la bureauphagie, sinon la bureaupathologie, qui est là, qui s'est entretenue. Est-ce qu'on ne va pas essayer d'avoir une explication, une définition de ces mots? Non, je vais... voilà, non, c'est tout simplement pour dire que, c'est-à-dire il y a une prédation qui est là. Quand on est rentré dans l'ère démocratique, on s'attendait, comme il a dit, à un espoir, mais le peuple a été pris en otage. Sinon, la versatilité politique appartient plutôt au peuple qu'à des hommes politiques. Parce que cette versatilité du peuple, c'est de changer le pouvoir en place. Mais ils ont instauré un système qui font que les politiciens vivent de l'appareil de l'État. Celui qui est au pouvoir utilise tous les moyens pour neutraliser celui qui ne veut pas rentrer dans son jeu. Et de surcroît, il ne peut rien faire. Il est obligé d'entrer dans son jeu pour bénéficier quelque chose de cet État. Donc, on a fait une politique qui permet aux gens de ne même pas être contents sur une ligne politique bien déterminée. Et de telle sorte que vous allez voir tout de suite, quelqu'un dit, je suis comme ça au pouvoir, je ne suis pas d'accord, il y a ceci, cela, mais dès qu'il est au pouvoir, il dit le contraire. Et d'autres versatilités pour aller plus loin, quand vous proposez, vous avez un programme présidentiel,
Vous dites que je vais faire telle ou telle chose. Vous venez au pouvoir, vous faites le contraire. C'est aussi un retournement de veste. Parce que la versatilité, c'est comme une épée à double tranchant. Hein. Et donc, cette versabilité politique qui est là, on avait traité de Victor Hugo, qui avait été un acteur important dans ça, parce qu'il était de gauche et de droite. Donc, de telle sorte que nous n'avons pas conçu notre démocratie. Ça n'a rien à voir avec la démocratie, hein, parce qu'on peut même dire que c'est la démagogie. Sinon, en temps réel, si nous appliquons la démocratie, on ne peut pas voir le chien et le chat ensemble. Pendant des élections, nous voyons des partis de l'opposition et des partis de la majorité qui font des alliances sur une liste. Tout ça, c'est des retournements de fait. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas conçu la démocratie telle que ça doit l'être, mais nous avons transformé la démocratie à notre manière, et c'est ce qui fait qu'il y aura toujours des inconstants. Et vous allez voir que l'année dernière, tout près, la majeure partie des gens qui étaient contre la révision constitutionnelle, pendant que la situation devient de plus en plus pire, ce sont ces mêmes personnes qui disent que non, nous sommes pour. Et quand tu vas leur demander quels sont leurs arguments, ils ne trouveront pas d'autres arguments. Sinon, si c'était seulement pour un consensus, je pense qu'on aurait dû faire le consensus pour faire des révisions. Donc, il y en a tellement. Et je pense que c'est l'élément important qui est là aujourd'hui. Et il faut aller, il y a une prédation politique qui est là. Et tant qu'on ne défait pas ce système, tout ce que nous voulons là, la corruption, le retournement des vestes, ce serait en répétition. Et finalement, les hommes politiques n'ont plus de crédibilité. D'accord. Voilà, c'est ce que je voudrais Merci, docteur Fomba. Monsieur Sarr, pour monsieur Camara, entre autres, c'est un problème d'idéologie. Pour monsieur Bokoum, c'est la corruption qui passe par là. Pour docteur Fomba, nous assistons à des liaisons contre nature, la prédation politique. Et vous, qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Il convient de dire très clairement que l'incohérence, la versatilité, n'est pas acceptable en politique. Le Mali, dans les années 50 et 60, a été le cœur de la politique en Afrique. Les deux grands partis qui ont conduit notre pays à l'indépendance regorgeaient de la meilleure ressource humaine en termes politiques dans la sous-région. Le 19 novembre 1960, le coup d'État conduit par les militaires d'alors, a rompu cela. Et durant 23 ans, nous avons connu un pays où le parti a été confondu avec l'État. Le mouvement démocratique a eu raison de ce régime, l'une des dictatures les plus féroces d'Afrique. Le mouvement démocratique a eu raison de ce régime en 1991. Notre pays a connu l'une des meilleures transitions au monde, où le 8 juin 1992, les rênes du pays ont été confiées à ceux qui ont été choisis. Les rênes du pays, le pays sur les rails, le pays a été confié à ceux qui ont été élus sur les rails. Le pays était sur les rails. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté qu'il y a eu dans cette gestion plus une volonté de contrôler l'appareil d'État en vue de faire main basse sur les ressources du pays que de penser le développement de notre pays. Le programme d'ajustement structurel, beaucoup d'argent a été versé sur le Mali et c'était des luttes de clans. Mais ce qui est dramatique aujourd'hui, nous avons un chef d'État qui lui-même, sans honte, sans aucune pudeur républicaine, affirme à la face du monde que son gouvernement, que sa gestion, c'est une soupe. Son gouvernement, sa gestion, c'est une pâtisserie où il faut se servir. En 2017 à Kangaba, il l'a dit clairement, les gens sont venus manger dans mon gouvernement. Ils se sont remplis les poches, ils se sont remplis le ventre, ils sont partis sans faire la vaisselle et pire, ils m'insultent aujourd'hui. Donc, pour le garant de la Constitution, pour le chef suprême des armées, pour le président de la République, le gouvernement est un lieu de partage de gâteaux. On ne peut plus
rien espérer de cet État-là. Récemment, vous avez constaté, le gouvernement de la République du Mali a acté, au moyen d'un accord politique, le passage de l'opposition à la majorité de forces politiques épuisées de la résistance. Comme pour dire que c'est moi qui ai le contrôle de l'État, c'est moi qui suis ordinateur du budget, c'est moi qui peux faire de vous des hommes riches, c'est moi qui peux vous sortir de la misère. Donc quittez l'opposition, venez à la mangeoire, vous aurez votre part. Donc dans un pays où la première institution réfléchit de la sorte, la première institution conduit les affaires de la sorte, eh bien, la versatilité et l'incohérence des hommes politiques a de beaux jours devant lui. Donc, je reste toujours avec vous, pendant que vous êtes en train de parler de la versatilité, de l'incohérence des hommes politiques. Je voudrais qu'on aille par exemple au niveau de l'hémicycle. Comment appréciez-vous en fait cela au niveau des députés qui sont élus sous les couleurs d'un parti politique avant la fin de leur mandat? Alors, qui abandonne ces partis-là pour un autre ou pour une autre cause? Eh bien, le FAD l'a dit. Je tiens à rappeler que le FAD de sa création aujourd'hui est dans l'opposition. Est dans l'opposition parce qu'il défend ses valeurs, parce qu'il est rentré dans la politique pour défendre un idéal. Nous l'avons dit, nous l'avons répété. L'Assemblée nationale du Mali est pire qu'une bourse. L'Assemblée nationale du Mali est devenue un marché où se négocient et se vendent les députés. Ils ne peuvent pas le démentir. Exemple le plus frappant. Il y a 7 mois, un nouveau parti a été créé. Aujourd'hui, il a 10 députés, 12 députés, il a un groupe parlementaire. L'ancien Premier ministre qui a été contraint à la démission, avant qu'il ne soit Premier ministre, il n'avait que 4 députés. Mais le jour où il partait, il avait une vingtaine. Le parti du 3e homme de la présidence, de la présidentielle. Mais son parti n'avait que 5 députés. Avant la présidentielle, il avait une bonne quinzaine. Donc c'est pour dire que tant que les Maliens ne choisiront pas des hommes de valeur, des hommes qui incarnent une conviction, des hommes qui ont foi en la politique comme étant l'instrument de changer la vie de la nation, de préserver l'avenir des générations futures, de construire un État véritablement démocratique, de résoudre les questions de santé, les questions d'éducation, les questions de sécurité, de défense de la nation, tant que les Maliens ne choisiront pas les hommes qui sont dans cette catégorie-là, la versatilité, l'achat de conscience, l'achat des députés, l'achat d'élus, de conseillers municipaux, a de beaux jours devant lui. Donc il convient d'inscrire la politique dans un cadre plus juste, dans un cadre de valeur, dans un cadre d'éthique, dans un cadre de morale, dans un cadre où ce sera les propositions, les idées qui prendront le dessus sur les ressources financières. Quand vous êtes à l'opposition, on vous regarde, on dit que vous êtes pauvre. D'accord. Eh bien, la politique est devenue un métier. Je vais passer la parole à M. Bokoum pour qu'il nous dise ce que lui, il pense du cas des députés. Oh, vous savez, comme Sarr l'a dit, vous savez que de toute façon, cette histoire, quand vous regardez la question de la transhumance d'une manière générale, il y a derrière ça déjà, avant la politique, l'homme reçoit une éducation. Vous avez une éducation, des valeurs et tout ça. C'est à partir de là que la politique n'est qu'un instrument pour affirmer sa vraie personnalité, ses convictions, ses valeurs et les raisons pour lesquelles on s'engage. Donc moi, je pense que dans cette histoire, il y a vraiment le problème de l'éducation se pose, le problème de valeur, l'éducation. C'est-à-dire le fait que les gens puissent savoir que dans nos valeurs culturelles même, la dignité de l'homme, son honneur, la valeur de la parole donnée, et le respect de son engagement sont des questions sur lesquelles l'homme était prêt à mourir au Mali, que de renoncer à cela. Donc aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où l'argent a pris le dessus. Quand l'argent prend le dessus, les valeurs vraiment disparaissent et les convictions se mettent à carreau. Et donc on se retrouve dans une forme d'État où
la raison du plus fort ou la raison du plus riche qui règne. Donc au Mali, vous savez que tout ce problème, on l'a dit, se retrouve au sommet de l'État. Ce n'est pas des fatalités. Ce ne sont pas heureusement des fatalités. C'est seulement l'exercice du pouvoir dans sa façon d'être au Mali qui pose tout le problème aujourd'hui, qui affaiblit l'État, qui met des vies en danger, qui met considérablement notre avenir et même la pérennité de cette nation en danger. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, vous voyez les années 1960 après l'indépendance. Quand Modibo a pris le pouvoir, il a fait une moule. Et la présidence de la République est une moule qui est confectionnée par le premier qui prend le pouvoir. Et quand il fait la moule, après, bien entendu, la nature faisant les choses, il y a des successeurs. Et quand les successeurs viennent, il y a certains qui ont la dimension de celui qui était là-bas, arrivent à se maintenir. Il y a d'autres qui sont malheureusement trop petits pour la moule. Et donc, à un moment donné, ils finiront par tomber. C'est le cas de ceux qui sont tombés. Et après, vous avez certainement d'autres beaucoup plus grands que même la moule qui a été confectionnée à l'origine. Ils la cassent et refont une moule plus grande avec beaucoup plus de dimensions et qui va lancer le pays vers un véritable processus de développement. Donc aujourd'hui, le problème du Mali, il faut que ce soit clair, que ce soit la versatilité, que ce soit la corruption, que ce soit tout ce qui résulte des difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Il faudrait que les gens sachent que ça a toujours existé dans la vie, mais que c'est lorsque l'État se retrouve dans des épreuves comme le nôtre aujourd'hui, comme celui du Nord et les crises et tout ça, en ce moment tout se dévoile. Et quand ça se dévoile, en ce moment nous avons un rendez-vous avec l'histoire, c'est de trouver les gens qui sont capables, qui sont opérationnels, qui ont la capacité de résumer, de prendre toute cette situation, de la contenir et de drainer le pays vers une sortie honorable pour que l'on puisse après trouver les moyens de faire taire définitivement ces hommes ou ces bandits qui se sont emparés de l'appareil politique pour en faire des questions de commerce, des questions d'intérêt personnel, de famille. Et quand vous regardez, Robert, je vais aller vite, quand vous regardez même au Mali, sur les questions économiques, vous fouillez les sociétés, entreprises d'État, les sociétés privées, vous trouverez toujours derrière des conventions de portage qui appartiennent à des députés, à des honorables, à des présidents ou même à des ministres qui créent des sociétés entreprises d'État pour essayer de trouver les moyens pour détourner l'argent. Et donc, quand vous faites ce lien-là avec ces entreprises, avec ces fonctionnaires véreux, le nombre d'immeubles qu'il y a à Bamako, vous trouverez que c'est le même petit cercle. D'accord. Et c'est ce qui explique. Monsieur Bokoum, ma question c'était plutôt par rapport au cas des députés toujours. Bon, le cas des députés, bon. Monsieur Fomba, à vous, je vais poser donc cette question-là finalement. Quelle analyse vous faites de la situation du cas des députés au sein de l'hémicycle? Mais cette situation, Noussar l'a dit, ils sont élus comment? C'est par l'achat de conscience. Parce qu'ils donnent de l'argent pour être élus. Ils ne sont plus élus par le peuple. Et la preuve, le même système est en train d'encourager jusqu'à ce que pour l'élection présidentielle, il te faut 10 députés. Ces députés n'ont pas refusé les 10 millions et les 15 millions pour parrainer des candidats. Et dans un pays pauvre où, pour se présenter à l'élection présidentielle, il faut payer 50 millions. Non, c'est pas 10 millions plutôt. 25 millions. Mais dans ces conditions, cela veut dire que c'est l'argent qui marche. C'est la vente aux enchères. Et c'est ce qui est là, qui est patent. Maintenant, les députés qui sont là, ils sont obligés de le faire, c'est le plus offrant. D'accord. Parce que c'est leur argent qui investit à cela. Maintenant, ce que je vais dire, par rapport à ces cas des députés qui ne sont même pas les seuls cas des députés, même des ministres, on a l'habitude de dire tout simplement que si tu ne fais pas la politique au Mali, la politique se fait comme si ce n'est pas la politique, tu ne vas pas réussir. C'est pour cela que j'ai dit, si la politique devient un plan de carrière, en oubliant son rôle de rendre service à la population, ça donne ce que nous avons aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous faites bien de parler du cas de certains ministres quand même. Oui. Imaginez, nous connaissons des gens alors, qui sont très très critiques vis-à-vis d'un régime qui va les faire appel. Et une fois qu'ils sont dans ce régime-là, silence à radio. Nous avons vu alors des ministres, alors une fois qu'ils démissionnent, mais c'est le tapage, c'est les critiques partout. Et quand on les rappelle encore au gouvernement, silence à radio. Qu'en pensez-vous? Mais c'est ce que j'ai dit. Quand les gens font la politique pour vivre de l'État, l'État est devenu une vaste laitière. Ils vivent de ça. Tant qu'ils n'ont pas ça, ils ne peuvent pas vivre. Et regardez, nous, ça l'a dit, nous sommes
des jeunes politiques qui n'ont jamais bénéficié de quoi que ce soit de l'avantage politique. On s'en fiche. L'État déjà a fait plusieurs choses pour nous. Si on est dans une situation normale où la politique est la conquête du pouvoir, c'est sûr que quand tu conquiers le pouvoir, il faut gérer le pouvoir, mais c'est de rendre service. Maintenant, ces ministres-là qui démissionnent ou qui reviennent, mais c'est clair, on a vu des ministres ici qui voulaient même la négociation avec Koufa, qui voulaient même que les forces de défense s'en aillent. Mais quand ils ont été élus, on a posé la question, mais c'est le contraire. Ce jour-là, j'ai ri, j'ai dit, mais comment on peut changer? Il y a un lion qui est là-bas, ou bien c'est quoi? Alors que ça veut dire que les gens doivent faire énormément attention. Moi, j'ai dit plusieurs fois à des gens que le président Ibeka, il m'a donné beaucoup de renseignements. Pourquoi? Et beaucoup de conseils. Ce président Ibeka, avant de venir, il disait que je ne vais pas négocier avec les armes en main. Mais quand il est venu, il a négocié. Ça veut dire que souvent, il y a quelque chose qui se trouve là-bas, que les gens ignorent, et qu'une fois là-bas, il y a d'autres choses qui viennent. Et on a traité à traiter d'incompétents de tout. Mais on est dans une autre situation où on est obligé de négocier. Maintenant, pour ce cas des ministres-là, il est bon que les gens soient séants. Quand tu acceptes ce que tu dis aujourd'hui, il n'est pas bon de dire le contraire. Et ça enlève la crédibilité même de la politique. Et c'est ce que Sarr l'a dit, on a assisté à des partis de l'opposition qui sont venus armes et bagages pour venir soutenir un accord politique d'arnaque devant tout le monde pour essayer de faire en sorte que pour nous faire confiance à d'autres éléments. Donc, ceci étant, moi je dis tout simplement, il est bon maintenant qu'on essaye de réfléchir. Quand on soutient, Ibeka a bel et bien raison de le dire, vous avez mangé, vous refusez de laver les vaisselles, parce que c'est de cela qu'ils ont conçu la politique. Et il faut qu'on change la manière de faire la politique. On ne doit pas faire la politique pour venir se servir de l'État. Et il faut qu'on ait des politiques à long terme, parce qu'ils ne voient qu'aujourd'hui et les élections à venir. Voilà, c'est la raison pour laquelle on se trouve dans ces situations. Merci, Dr Fomba, M. Camara. Nous avons vraiment l'impression finalement que c'est l'invective qui marche, qui est devenue quand même une méthode. Finalement, il faut vraiment bien taper sur le régime et tout de suite on t'appelle. Et une fois que la personne est là, silence radio. Et quand on fait débarquer la personne, il reprend la même invective. Et puis après, on les fait appel. Il y a quelle sincérité dans le jeu entre celui qui rejoint le régime et le régime aussi qui fait appel alors à ces gens? Bon, en réalité, je dirais que dans ce jeu-là, il n'y a aucune sincérité. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais simplement rappeler à mon jeune frère Moussar que les propos du président Ibeka auxquels il a fait allusion sont des propos de campagne. Et vous savez qu'en période de campagne, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais qui ne reflètent pas la conviction réelle, n'est-ce pas, de leurs auteurs. Mais cela dit, je ne m'attarderai pas sur cette question. Moi, je pense simplement que la question de la versatilité, comme Babarou l'a dit, c'est d'abord un problème d'éducation. Il est clair que nous avons connu d'éminentes personnalités sur le plan de l'histoire qui ont eu à changer de position. Ils ont changé de position, pourquoi? Parce qu'à un certain moment donné, ils se sont engagés sur l'échiquier politique, sur la base d'un certain nombre de convictions qu'ils croyaient orthodoxes, mais qui, n'est-ce pas, sur la base de l'exercice ou sur le fait de la conquête du pouvoir, s'est avéré ou inopérant, ou inadéquat, ou même, n'est-ce pas, alors inadapté à la situation. Donc, ça c'est des reconversions. Ça c'est même, n'est-ce pas, je dirais, des versatilités qui sont justes et justifiées. Voyez-vous? Maintenant, alors, dès lors qu'il s'agit, pour un homme politique, de changer de camp ou de conviction ou de position, non pas pour adapter, n'est-ce pas, son combat politique à la réalité, n'est-ce pas, du moment, ou à l'intérêt de son peuple, mais plutôt pour des intérêts personnels, égoïstes, sordides, alors chacun pourrait comprendre ici que c'est tout simplement indigne. Il faut appeler les choses par leur nom. Donc, lorsque des hommes politiques estiment que c'est la seule politique
qui leur permet à eux de vivre ou même de survivre, de mettre quelque chose dans leur marmite, évidemment, on ne peut pas trop leur en vouloir parce qu'ils n'ont que ça à faire. C'est pourquoi il est inquiétant, n'est-ce pas, d'avoir des leaders politiques qui sont en réalité des professionnels de la politique. Je suis beaucoup plus respectueux des cadres politiques qui ont une vie en dehors de la vie politique. Lorsqu'un cadre politique, n'est-ce pas, n'a pas de vie en dehors de la vie politique, alors il est capable, n'est-ce pas, de toutes les contorsions intellectuelles, de toutes les gymnastiques, n'est-ce pas, alors spirituelles et idéologiques, pour pouvoir justifier ses prises de position, quand bien même que ces prises de position, chacun peut comprendre que c'est des prises de position strictement alimentaires, tout simplement. Hein? Parce que souvent, n'est-ce pas, on peut même justifier l'injustifiable. Mais je dirais simplement, pour terminer sur ce point-là, en tout cas relativement à cette question, qu'il est extrêmement important que les partis politiques, que la jeunesse politique, que les leaders politiques qui ont pris conscience que cette versatilité, ces contorsions intellectuelles, idéologiques, n'est-ce pas, qui ne font que causer du tort et des dommages, n'est-ce pas, à notre société, puissent véritablement contribuer alors à éduquer notre population, à éduquer nos concitoyens, alors à contribuer, n'est-ce pas, à faire ce qu'on pourrait appeler une reconversion des mentalités sur ces terrains-là. Parce que si les hommes politiques sont capables d'échanger de camp, d'échanger de position, d'échanger de discours, tels des caméléons, et que les mêmes hommes politiques sont ministres aujourd'hui, ministres demain, ministres après-demain, les mêmes hommes politiques sont députés, élus une fois, deux fois, trois fois. Mais ça veut dire que simplement il n'y a pas de sanctions populaires. Mais lorsque le peuple ne sanctionne pas de tels comportements, il va sans dire que ces comportements-là ne peuvent que prospérer et faire des cas d'école. Si, n'est-ce pas, alors ces versatilités, ces inconstances, ces retournements de veste étaient sanctionnés, non seulement à travers les votes, mais même, n'est-ce pas, à travers l'humeur, même à travers le respect, la considération. Je vous assure que beaucoup de choses auraient changé. D'accord, merci Monsieur Camara. Monsieur Bokoum, j'ai un constat à vous faire. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec mon constat. Non, nous, ce n'est pas votre tour encore. Je maîtrise la police du débat. Je suis en train de regarder. En fait, je suis en train d'alterner. Voilà. Donc, Monsieur Bokoum, en fait, j'ai un constat. Je ne sais pas si vous partagez. J'ai plutôt l'impression que le Malien, même de façon générale, est cet homme qui te fait appel quand tu tapes sur lui, beaucoup plus que quand, en fait, tu le soutiens. Et pas que seulement en politique, même les hommes d'affaires. Des journalistes, par exemple, qui sont très critiques vis-à-vis d'eux, sont toujours appelés, reçus. Mais ceux qui ne les attaquent pas frontalement, ils les ignorent. On peut même aller jusqu'à penser qu'ils ont même du mépris finalement pour les gens qui les soutiennent. Pourquoi sommes-nous comme ça au Mali? Non, mais cela est une question très intéressante. Parce qu'en réalité, pourquoi quand tu tapes sur quelqu'un, il cède politiquement? Ça, c'est très généralement, c'est des gens qui sont malsains, des gens qui sont sales politiquement. C'est des gens qui cachent beaucoup de choses et c'est des gens qui sont dans l'incapacité de tenir la contradiction. Et donc, à partir de ce moment-là, tous ceux qui sont dans leur sens les arrangent, mais ceux qui sont en mesure de les apporter une contradiction sont une menace et un vrai danger pour eux. Donc, la seule manière, c'est d'essayer de voir comment ils peuvent le faire taire, mais non pas le faire retourner avec la force des arguments ou la force des idées. Vous voyez, je prends l'exemple, vous voyez, mon frère Camara est là. Moi, je pense que finalement, si j'avais aussi un peu de moyens, je l'allais l'acheter pour l'amener au Sadi. Parce que vous savez que malgré que tout ce que les gens pensent, parce qu'il y a des gens qui contestent beaucoup qu'il soit là, et je pense qu'il faudrait que les gens comprennent également que cette contradiction doit faire partie de notre démocratie. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas sur la même ligne qu'on ne doit pas échanger ou discuter sur la force des arguments, parce que quelle que soit la position du président Ibeka, il a quand même des Maliens qui les suivent, qui sont avec lui,
que je trouve égaré, bien sûr. Mais de toute façon, il faut reconnaître que Camara est là aujourd'hui. Il est le seul de la majorité qui a le kilo. Il a le kilo quand même, il est très courageux de pouvoir souvent vouloir justifier ou expliquer l'inexplicable, l'inacceptable. Il arrive à le faire. Mais même avec ça, la majorité n'a jamais, je le connais personnellement, même pas un coup de fil. Et d'ailleurs, j'ai croisé un député la fois dernière de la majorité qui m'appréciait, de la majorité, mais qui disait que lui, Camara, l'énerve. Et donc, je ne pouvais pas comprendre que comment ceux-là qui défendent des positions de votre parti soient aujourd'hui égarés et jamais de liens pour même pouvoir les utiliser, leurs matières, pour pouvoir défendre ceux qui sont en train de faire. Au moins, on aurait eu une vraie adversité politique sur l'espace aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est les médiocres qui sont autour à raconter du n'importe quoi. Et donc, vraiment, Robert, je tenais à le dire, parce que c'est très important. D'accord, merci monsieur beaucoup. Monsieur Sarr, c'est vrai quand même que quand on regarde, même au niveau de la société, j'ai plutôt l'impression que le peuple est plus enclin à comprendre ceux qui critiquaient et qui rejoignent le gouvernement que ceux qui ont toujours été là. Je n'arrive pas à comprendre cela. Qu'est-ce qui peut expliquer ces paradoxes-là selon vous? Merci, mais il convient de recadrer certaines choses, mon frère Camara. Vous savez, un grand penseur chinois, Confucius, disait que l'arrogance est pire que l'avarice. L'arrogance, c'est de ne pas reconnaître les faits. En 2017, on n'était pas en campagne. Les campagnes, c'était 2018. Aujourd'hui, il est évident que nous avons un chef d'État qui fait la promotion de la corruption. Nous avons un chef d'État qui doit sa survie à l'entretien de la versatilité et l'incohérence des hommes politiques à travers la corruption. Nous avons un chef d'État dont la caisse noire est plus orientée vers l'achat d'hommes politiques que vers les services sociaux de base, que vers le soutien au peuple. Nous avons un chef d'État qui ne se reconnaît que dans l'arrogance. C'est ça le drame de notre pays. Ne pas le reconnaître, c'est quand même inacceptable pour nous. Vous savez, la meilleure manière d'éduquer un peuple, c'est l'exemplarité. C'est l'exemplarité du chef. Quand vous donnez le bon exemple. C'est justement là, ma question c'était justement par rapport à l'exemplarité. C'est parce que... C'est-à-dire qu'entre ces deux types de politique, celui qui est toujours là à défendre un régime et l'autre qui l'a critiqué mais qui a fini par le rejoindre, nous avons plutôt l'impression que le peuple est plus enclin à comprendre ceux qui critiquent et qui rejoignent que plutôt ceux qui ont toujours été là. C'est paradoxe. Non, ce n'est pas exact dans les faits. Ah, ok. Ce n'est pas exact dans les faits. Vous savez, hein, chacun a sa posture politique. Il y en a qui, comme vous venez de le constater avec l'accord politique, qui pendant plusieurs années ont durci les positions. Mais les gens ne savaient pas pourquoi ils avaient durci les positions. Ils avaient durci les positions pour mieux les monnayer. Et aujourd'hui, ils sont ministres. Aujourd'hui, ils sont dans l'appareil d'État. Aujourd'hui, ils se réunissent et se cachent, malheureusement. Donc, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le fait de défendre un régime mordicus, quand bien même que vous êtes convaincu qu'il conduit le pays au chaos. C'est aussi ça, l'incohérence. L'incohérence, c'est défendre l'indéfendable aussi. Donc, nous estimons que le peuple malien, aujourd'hui, a certes peut-être une part de responsabilité, mais le peuple malien est un peuple violé, est un peuple meurtri, est un peuple martyrisé, est un peuple pris en otage par l'élite politique que ce peuple a formé, que ce peuple a entretenu, que ce peuple a soutenu. C'est ça la vérité. Merci. Donc, il faut incontestablement l'émergence d'une nouvelle vision politique, de nouveaux hommes politiques, pas forcément des jeunes, parce que pour nous, l'alternance générationnelle ne se décrète pas. D'accord. On ne dirige pas un pays parce qu'on est jeune, on dirige un pays parce qu'on est capable. Au niveau des solutions que vous allez préconiser pour davantage moraliser la vie publique, parce que je vous rappelle qu'il ne nous reste plus que 20 minutes et nous avons encore beaucoup de questions à voir entre nous, si vous le permettez, parce que des fois c'est un peu long. Docteur Fomba, le peuple dans tout ça. M. Sarr, à juste titre, venait de parler d'un peuple violé, meurtri. Mais quand on voit que c'est ce même peuple aussi quand même qui élit ses députés, qui élit ses présidents, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce peuple-là est autant victime que coupable?
Oui, c'est ce que j'ai tout le temps dénoncé. Par exemple, vous allez remarquer que le président de la République a bien profité de la versatilité des hommes politiques qui a été un avantage pour lui. Et vous voyez, nous avons opté d'une démocratie. Et je l'ai dit au début de l'émission que la versatilité devait être plutôt du peuple. Parce que c'est le peuple qui est souverain, qui doit changer un régime dès lors que ce régime fait un retournement de veste. Vous avez fait un programme, vous êtes élu, maintenant vous ne parvenez pas à honorer à vos engagements. C'est au peuple de sanctionner. Et en sanctionnant maintenant, il peut élire soit l'opposition ou d'autre côté. Maintenant, le peuple est victime. Parce que ce système a maintenu le peuple dans la pauvreté extrême. En faisant comprendre à ce peuple-là qu'ils n'ont pas d'autre avenir que de suivre ces hommes-là, ce clan qui détient toutes les richesses de ce même pays. C'est-à-dire c'est une prédation qui est là. Ce peuple n'a rien profité de cette démocratie. Mais justement, maintenant, M. Foma, par exemple, je vous donne un exemple. Je vais oser prendre un exemple. Ouais. Ce n'est vraiment pas un parti pris, mais c'est juste un constat. Je peux me tromper. Par exemple, pendant les élections présidentielles, beaucoup de gens parlent de Zoumana Sako, par exemple. Pour beaucoup de Maliens, Zoumana Sako est le politique, mais intègre par excellence. Pourtant, les Maliens ne votent pas pour Zoumana Sako. Qu'est-ce qui se passe? Ce peuple-là peut s'attendre à quoi de ses dirigeants? Mais c'est ce que je t'ai dit. Ce peuple-là a été martyrisé. Ils ne veulent pas des hommes intègres. On va les faire comprendre que si celui-là vient là, c'est fini pour nous tous. Alors que si réellement on voulait laisser ce peuple choisir, on allait lutter contre l'achat de conscience. On allait même dire que pour se présenter à l'élection présidentielle, au lieu d'aller avec 10 millions, on pouvait dire allez-y avec 2 millions, mais avec beaucoup d'autres personnes qui puissent parrainer la personne. Mais en réalité, on a maintenu le peuple dans une situation telle que le peuple même est corrompu. Le peuple même ne sait plus qu'est-ce qu'il veut. Et le peuple qui doit être représenté par ses députés et autres font autre chose. Mais ils sont maintenus par un filet qui est là. Le filet de la corruption, le filet de la prédation. Ils sont martyrisés. Et vous allez même entendre pendant l'élection présidentielle, ils vont dire que mais ils sont tous les mêmes. C'est ce qui me fait mal, moi en tant qu'homme politique. Tu me dis que nous sommes tous les mêmes, pendant que moi, avec le maigre salaire que je gagne, j'utilise ça pour essayer de convaincre les gens pour le bien de l'État. Mais ceux qui volent le pays à ciel ouvert, ils sont félicités et applaudis. L'honnête homme n'est plus honnête. Et la politique ne reconnaît plus la dignité ni l'honneur, comme Kamara l'a dit. Il n'y a plus d'éducation civique et morale pour aller dans ce sens. C'est l'argent qui parle. Donc, on a mis le peuple dans l'extrême pauvreté jusqu'à ce que le peuple ne sait plus qu'est-ce qu'il faut. Et c'est à nous, politiques, maintenant, de lutter pour être cohérents dans nos idées pour protéger ce peuple-là en nous sacrifiant, même si le bénéfice n'est pas tout de suite. D'accord. Monsieur Kamara, je me pose bien la question si vous aurez encore la parole une fois que je vais vous la retirer. Si bien que j'ai rapidement deux questions à vous poser. Quelles sont selon vous les conséquences? Parce que vous parlez beaucoup d'éducation. Quelles sont les conséquences de ces pratiques-là, en fait, sur la vie de la nation au double plan de l'éducation des futures générations et de la gouvernance, de la bonne gouvernance? Merci bien. Donc, le jeune frère Moussar a cité Confucius. Confucius disait que le disciple de la sagesse ne peut pas ne pas avoir le cœur grand et généreux, car le chemin est long et la charge est lourde. L'humanité est la charge. Elle a supporté jusqu'à la... Est-ce que ce n'est pas lourd? La supporter jusqu'à la mort, est-ce que ce n'est pas long? J'ai fait appel à Confucius parce qu'il s'agit de rectifier les noms. Le président de la République est un humain. Il peut avoir ses défauts. Mais en tant qu'humain, en quoi le président de la République peut-il, alors si un chef politique, un leader politique, candidat à une élection présidentielle, donc capable d'occuper la même place que lui, comment le président de la République peut, si ce leader est conséquent, cohérent, éduqué et responsable, abandonner sa position pour aller suivre, n'est-ce pas, le président de la République? D'accord. Si le président de la République a sa responsabilité, il est clair que on ne peut pas dédouaner, n'est-ce pas, les autres qui sont capables de devenir des girouettes. Donc, cela dit, il y a effectivement
un autre philosophe allemand du nom de Nietzsche, qui dit que c'est indécent de montrer ses 5 doigts. C'est indécent de montrer ses 5 doigts. On ne peut pas dire tous ces conseils. Au fond, n'est-ce pas, moi, il y a beaucoup de personnes qui me traitent de beaucoup de noms. Mais je vais profiter, n'est-ce pas, de ce que Bavaro a dit pour défier quiconque dans ce pays. Moi, je n'ai jamais, je l'ai dit, hein, n'est-ce pas, des débuts de ma carrière politique au moment où je vous parle. Il n'y a pas un seul homme politique à qui je dois quoi que ce soit. Ça n'a jamais existé. D'accord, mais donc c'est vous dire simplement, non, c'est vous dire simplement que ma vie n'est pas liée à la politique. J'ai beaucoup de respect pour le président de la République, j'ai beaucoup de respect pour sa famille, beaucoup de respect pour son entourage, mais je ne leur dois rien, ni à lui, ni à un autre. Il faut que cela soit précisé. Maintenant, cela dit, il faut qu'on respecte, n'est-ce pas, les règles de la contradiction. Nous ne pouvons pas dialoguer si nous pensons tous de la même manière. On dit que quand, n'est-ce pas, alors 2 personnes sont toujours d'accord sur tout, ça veut dire qu'il y a une personne qui ne réfléchit pas. Et moi, je ne voudrais pas être de ceux qui ne réfléchissent pas. Je pense qu'il est important qu'il y ait une autre voix, audible, crédible, capable d'apporter d'autres arguments, n'est-ce pas, aux arguments de l'opposition. L'opposition n'a pas toujours raison sur tout. Elle n'a pas aussi tort sur tout. La majorité n'a pas raison sur tout. Elle n'a pas non plus tort sur tout. Maintenant, il faudrait que de la contradiction, de la discussion, jaillisse cette lumière dont notre peuple a besoin pour faire le choix judicieux dont il a besoin, n'est-ce pas, pour son avenir et pour son devenir. Donc, cela dit, cette versatilité des hommes politiques, ça ne s'explique pas, ça ne s'encourage pas. Personne des responsables ne peut dire qu'il faut dire ceci aujourd'hui et dire le contraire demain. Ou il faut défendre telle position le matin et défendre une autre position, n'est-ce pas, l'après-midi. Le dire même, c'est irresponsable. D'accord. Le faire est tout aussi irresponsable. Donc, la conséquence de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on distrait notre peuple. On distrait notre jeunesse. On décrédibilise l'homme politique. On décrédibilise la chose politique. À telle enseigne que des enfants n'hésitent pas à insulter, à attaquer, à agresser les hommes politiques. Il suffit simplement d'avoir la casquette politique pour, n'est-ce pas, être considéré comme un apatride, comme un voleur, comme un irresponsable. Mais moi, je vous dis, M. Sarr, tout ce que j'ai gagné dans ma vie, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Ce n'est pas la politique. Je ne dois pas. J'ai dit, je mets n'importe quel homme politique au défi de dire que je lui dois quoi que ce soit. Merci, voilà, monsieur Camara. D'accord, maintenant, vous êtes 3 maintenant, il ne nous reste plus que 7 minutes, donc moi je vais vous donner à chacun 2 minutes, monsieur Bokoum. Bon, je disais que les soins à tirer, solutions à préconiser pour une molarisation. C'est un peuple victime, c'est indiscutable que c'est un peuple victime, parce que le système qui a été mis sur place, comme je le disais, à partir de l'ADEMA, le cancer s'est éparpillé. Il y a eu l'éclatement de cette structure qui a donné ASMA, ADEMA, RPM, URD, etc. Et donc on est arrivé à un niveau dans le pays aujourd'hui où c'est le peuple qui est victime parce qu'on a élaboré une création de groupes qu'on appelle souvent activistes ou n'importe quoi, je ne sais pas, mais qui, à un certain moment, continue aujourd'hui à alimenter la confusion. Au tel point que le peuple ne sait même pas vers où tourner la tête, parce que ces systèmes ont créé volontairement ces confusionnistes dans l'espace politique pour rendre l'espace aujourd'hui décrédibilisé, pour le décrédibiliser et puis créer énormément de problèmes à ceux qui veulent travailler pour ce pays, à ceux qui sont engagés sur la valeur des convictions, sur la base vraiment de rendre service à ce pays ou à nos concitoyens. Donc moi je dis tout simplement que cette histoire de, que ce soit la corruption, que ce soit tous les maux dont souffre ce pays aujourd'hui, résulte d'une mauvaise gouvernance qui est incarnée par le pouvoir actuel. Ce n'est pas Camara dira tout ce qu'il veut au monde, il pourra prendre toutes les démarches philosophiques qu'il veut. Le constat est là. Le pouvoir est dans l'incapacité de nous sortir de la situation alors que c'est le rôle de l'homme politique. Et donc, comme en Algérie, comme au Soudan, Robert, nous demandons à ce que le peuple malien se lève pour changer la situation du Mali. Merci beaucoup. Monsieur Sarr. Bon, personne n'a jamais dit à mon grand frère qu'il vivait de la politique. Mais ce qui est
constant. Mon grand frère Camara est l'incarnation de la versatilité. Il était du PDS, aujourd'hui il est de l'UDD. Il était à l'opposition, aujourd'hui il est à la majorité. C'est un fait qui est probant, qui est vérifiable et qui existe. Vous savez, un penseur des années de la Renaissance, Nicolas Machiavel, disait que rien n'est aussi désespérant que de ne pas trouver une nouvelle raison d'espérer. La nouvelle raison d'espérer du peuple malien, c'est de faire confiance à la nouvelle voie politique, à ces jeunes qui n'ont jamais ménagé d'efforts, à ces jeunes qui sont ancrés dans des valeurs d'idéologie, dans des valeurs de lutte politique pour la restauration de la dignité de notre peuple. Vous avez cité mon mentor, Dr Zoumana Sako, un homme d'exception, un homme qui a fait ses preuves, qui n'a jamais trahi le peuple, mais qui, compte tenu du système de corruption généralisée, du système où certains ont pris le contrôle de l'appareil d'État à des fins personnelles et claniques, n'est pas arrivé à accéder. En 2013, j'étais son directeur adjoint de campagne. Nous avons fait face à cette machine d'arrogance, à cette machine de corruption, à cette machine de dénégation, de transformation, de tous les mots que vous connaissez. Mais cela ne nous a pas découragés, parce que comme Winston Churchill le dit, la victoire n'est pas finale. Monsieur Sako l'échec n'est pas fatal. Est du même parti que vous? Non, nous étions dans la même alliance politique. Okay. Winston Churchill disait que l'échec n'est pas, la victoire n'est pas finale. L'échec n'est pas fatal, et c'est le fait, le courage de continuer qui est vital. Donc, à ces jeunes politiques qui sont engagés, je veux leur dire de redoubler de vigilance, d'être sereins, de rester cramponnés sur les valeurs de conviction qu'ils incarnent, sur les valeurs d'idéologie qu'ils incarnent, de regarder ce pays comme étant un pays martyrisé, un pays à la croisée des chemins où certains ont fait même base sur les ressources du pays et qui veulent nous réduire à l'esclavage moderne. Ça, nous ne l'accepterons pas. Merci. Vous devez compter avec nous et nous continuerons la lutte politique. Merci beaucoup, M. Sarr. Dr Fomba, le dernier mot. Vraiment, comme on le dit, la politique au Mali est devenue un crime, de telle sorte que tous les hommes politiques sont traités de la même manière pendant que nous ne sommes pas de la même manière. Et il est important aujourd'hui que des hommes politiques qui ont déjà pris l'habitude de ne pas travailler, de ne vivre que de la politique, de cesser maintenant. On est arrivé à un moment où qu'on soit de la majorité, qu'on soit de l'opposition, c'est le pays qui doit être défendu par tout un chacun. Ce n'est pas qu'on est de la majorité qu'on va défendre le président sans lui dire la vérité. L'honnêteté, la loyauté, quand vous êtes avec quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Ça, ce n'est pas bon, ça c'est bon. C'est ce qui a manqué beaucoup plus à nos hommes politiques. Ce n'est pas qu'on est de la majorité qu'on doit faire le béni, oui, non. Dites la vérité au président de la République pour faire en sorte qu'il ne partage pas la responsabilité historique de ce qui est grave. Et je dirais aujourd'hui à tous les Maliens que nous sommes victimes d'un système et il faut défaire ce système-là. Ce système, pour le défaire, ça demande la conjugaison de tous les efforts. Sinon, nous n'avons pas d'avenir pour nos enfants, nous n'avons pas d'avenir pour ce pays. Et c'est ce qui est en train d'entraîner des clivages politiques. C'est ce qui est en train de faire en sorte que le Mali se trouve dans un pétrin. Aujourd'hui, évitons que les hauts cadres se prostituent pour avoir de la place. Faisons en sorte que la compétence technique reste une qualité et que la loyauté politique ne prime pas sur la compétence, la loyauté et la dignité. Je vous remercie. Merci, docteur Fomba. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que nous étions sur la thématique, la versatilité des politiques au Mali. Quelles leçons en tirer avec M. Chekne Camara, président de la plateforme citoyenne Les Bâtisseurs, M. Babarou Bokoum, secrétaire politique du SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, Dr Aboubakar Sidiki Fomba, président du parti ADPM, Alliance démocratique du peuple malien, et M. Noussar, président du parti FAD, Front africain pour le développement. Mesdames, Messieurs, pour ma part, vous entendrez toujours dire que le peuple est meurtri, que le peuple est victime, mais personne ne vous dira que vous êtes aussi coupable que c'est vous qui élisez ces hommes politiques. Mesdames, Messieurs, nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission Théma. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci.